Vous regardez la RTG Koulouma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, en plus bref et en image, le chef de l'État a procédé au lancement officiel de l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles. Vous le voyez en image. Donc, le président, le professeur Alpha Condé, a procédé au lancement officiel de l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles à Internet. L'objectif étant de qualifier le système éducatif guinéen. Plus de 100 établissements sont concernés pour cette première opération. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec le bureau de presse de la présidence de la République. Dans l'actualité également, cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État s'est retournée à donc ce mercredi. Ils étaient venus du corps diplomatique et des corps constitués nationaux présenter leurs vœux de nouvel an au professeur Alpha Condé. Le renforcement de la coopération, les défis du développement de la Guinée et du continent étaient au centre des entretiens. Ibrahim Akita du bureau de presse de la présidence. Dans nos esprits, dans nos familles. Ils sont ambassadeurs accrédités en Guinée, représentants d'institutions internationales pour la présentation de vœux de nouvel an au président de la République, professeur Alpha Condé. En ouvrant sa porte aux diplomates présents à Conakry, le chef de l'État manifeste ainsi sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les représentants des pays amis de la Guinée. Des pays qui veulent, comme professeur Alpha Condé, renforcer et diversifier leur coopération avec la Guinée. Le corps diplomatique en Guinée s'élargit chaque année et c'est un signe évident de l'intérêt que les pays étrangers manifestent à l'égard de la Guinée. Cela veut dire que la Guinée devient de plus en plus intéressante aux pays amis, aux investisseurs étrangers depuis que vous êtes président de la République. Nous vous souhaitons la bonne continuation sur cette voie au nom de la prospérité et du bonheur du peuple ami guinéen. En s'appuyant sur le renforcement de la coopération internationale, le chef de l'État a rassuré ses ambassadeurs de faire de cette nouvelle année une année spéciale axée sur le bien-être socio-économique des Guinéens. C'est pourquoi, dira-t-il, il s'agit de faire en sorte que la gestion du pays à partir de 2017 soit différente des années antérieures. À mon tour donc, Messieurs, Mesdames, les représentants diplomatiques et les représentants des organisations internationales, de vous présenter les meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé et de longue vie. Vous savez, la Guinée a traversé beaucoup d'épreuves. Grâce à Dieu, une bonne partie de ces épreuves sont derrière nous. L'Ebola est fini. Nous avons aussi réussi à terminer notre programme formel avec le Fonds monétaire. Nous avons fait un remaniement ministériel où nous avons rajeuni et féminisé. Évidemment, il nous reste encore beaucoup de défis. Nous voulons que l'année 2017, la gestion de la Guinée soit totalement différente des gestions passées. Déjà, j'ai consulté certains de vos collègues pour voir pourquoi les projets que nous avons avec eux tardent et pourquoi très souvent nous avons une faible capacité d'absorption. Et je souhaite donc dans le cours de l'année vous rencontrer régulièrement pour discuter de l'état des relations entre la Guinée et vos pays et aussi de savoir l'état d'avancement. Et je constate que par exemple il y a des pays où nous n'avons pas tenu depuis des années, des dizaines d'années, la commission mixte paritaire. Et tout ça, c'est parce un peu de manque de suivi. Nous souhaitons mettre fin à tout cela. Et peut-être nous allons faire en sorte qu'on ait une rencontre périodique, un déjeuner ou un dîner, et qui nous permet d'échanger à bâton rompu. Ce qui ne m'empêchera pas de recevoir individuellement, parce qu'il est important aujourd'hui que la Guinée avance. Et pour cela, nous avons besoin d'une très bonne coopération. Je dois d'abord vous remercier tous pour tout l'appui que vous nous avez apporté et vos pays nous ont apporté pendant la dure épreuve d'Ebola. Et aussi vous remercier pour l'accompagnement et vos participations à toutes les activités
du Conseil supérieur de la réforme. Vous savez, cette réforme est extrêmement importante pour nous parce qu'il fallait qu'on transforme complètement l'armée guinéenne. Nous avons été accompagnés par les Nations Unies et par la plupart de vos pays. Mais cette réforme est une réforme de longue durée. Ce n'est pas en 2 ou 3 ans qu'on peut transformer l'armée. Donc nous souhaitons que votre participation active continue. C'est pourquoi nous avons demandé à tous les grands pays d'avoir des attachés militaires, ce qui peut nous permettre une meilleure participation au changement au niveau de l'armée. De la bauxite en passant par le fer, l'énergie, le terrorisme, le chef de l'État nourrit de belles ambitions pour la Guinée. En plus du scandale géologique, la Guinée est un scandale agricole et la relance de ce secteur se pose pour le professeur Alpha Condé comme une priorité. La relance aussi des différentes commissions mixtes de coopération n'a pas échappé au chef de l'État. Selon lui, il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités pour faire face aux différents défis qui se posent à elle. Vous savez, la Guinée a la moitié des réserves mondiales de bauxite, mais nous n'occupons qu'à peine 2% du marché international. Nous voulons que cette situation change. Et c'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui développer toutes nos richesses. Car il ne sert à rien de dire que la Guinée est un pays riche, un scandale géologique agricole si nous sommes pauvres. Et parfois, les gens ne comprennent pas toujours. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de jouer le rôle que la nature nous a doté. Si nous avons la moitié des réserves mondiales de bauxite, nous devons être le premier producteur et le premier exportateur. Et c'est ce que nous ambitionnons. Donc notre ambition, c'est d'arriver progressivement à 100 millions de tonnes de bauxite. Mais il est évident que notre objectif n'est pas seulement d'exporter la bauxite brute. Et avec le taux de la Guinée, au fur et à mesure de l'énergie, nous voulons transformer une partie de cette bauxite en alumine sur le plan intérieur. Nous espérons aussi qu'avec nos amis chinois, nous allons pouvoir relancer le projet de Simandou, qui est quand même qui doit changer le destin de la Guinée, parce que vous savez que Simandou, c'est le mineur de fer le plus riche au monde. Mais malheureusement, il se trouve à 600 km du port. Donc, pour exploiter, il faut à la fois le chemin de fer et le port en eau profonde. Nous allons un peu le faire, puisque quand je suis arrivé, le fer était à $187. Et donc, ce projet aurait pu être fait. Malheureusement, nous avons subi la loi des multinationales. Donc, nous ne voulons pas que cela se répète au niveau de la bauxite. C'est pourquoi nous-mêmes, nous allons exploiter et trouver les marchés. Je sais que ça ne plaît pas toujours, mais nous ne pouvons pas accepter que nos richesses soient gelées et mises en jachère parce que d'autres pays veulent exploiter la même matière qu'ils ont chez eux. Et on met notre matière première en jachère. Pendant ce temps, on est coté en bourse sur la valeur de Simandou. Parce que quand vous avez cela dans votre portefeuille, évidemment, vous êtes attrayant. Mais ce n'est pas seulement la bauxite. La Guinée a beaucoup d'or. Nous voulons aussi, avec nos différents partenaires, développer l'exploitation industrielle de l'or. Nous allons faire début février la journée des orpailleurs à Cancan pour mieux avoir une politique d'exploitation de l'or plus appropriée. Mais la bauxite, tout le monde est là. Il y a Ruissal qui est à Kindia, à Fria et à Djanjan. Il y a Alifer, une société anglo-américaine qui est à Bofa, et nous allons, je crois, inaugurer le 3 février. Il y a Alcoa et Rio Tinto qui sont à Kamsar. Et à Mubadala, qui est donc à Abu Dhabi, qui se trouve à Sangaredi. Donc, nous voulons diversifier nos partenaires, mais il est évident que nos partenaires principaux, ce sont les principaux consommateurs. La Guinée a aussi d'autres ressources minières, mais nous n'avons que les indices. C'est pourquoi nous avons décidé de financer nous-mêmes la géophysique pour passer de 200 millièmes à 100 millièmes, ce qui va nous permettre de savoir les différentes réserves qu'on a, là où on a le plus de chances d'avoir des réserves importantes.
Ça peut être le cas du cuivre et de beaucoup d'autres matières premières. Nous souhaitons d'ailleurs que le ministère des Mines communique à toutes les ambassades les différentes ressources minières de la Guinée, puisque tout le monde connaît la bauxite, le fer, l'or, etc. Mais nous n'avons pas que ça, pour que nous puissions mieux coopérer avec chacun de vos pays. Nous allons commencer aussi le forage offshore. Et si nous avons la chance, peut-être que nous pourrons aussi commencer à exploiter le pétrole. Donc l'année 2017 va être une année très importante pour nous. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer le contact avec vous. Et bien sûr, vous avez votre point focal que le ministère des Affaires étrangères. Mais il est important que moi-même je puisse suivre avec vous. Parce qu'en Guinée, souvent, nous n'avons pas pu encore corriger la bureaucratie, qui fait que très souvent les informations arrivent tard. Parfois, je reçois les lettres quand la date est passée. Quand on doit faire quelque chose le 11, si je reçois la lettre le 10 ou le 11, c'est difficile de pouvoir réagir. Je ne sais pas si c'est la faute est à vous ou bien à mes services. Je pense plutôt que c'est mes services parce que je sais qu'il y a beaucoup de bureaucratie. Peut-être aussi vous avez votre part dedans. Mais nous avons aussi des pays avec lesquels j'ai discuté avec mon frère d'Algérie. Ça fait plus de 40 ans que nous n'avons pas eu la commission mixte paritaire. Et ce qui est tout à fait normal, étant donné les relations étroites qui existent entre l'Algérie et la Guinée, particulièrement pendant la lutte de libération de l'Algérie. Donc tout ça sont des choses que nous allons corriger. Donc nous allons faire le point sur les commissions mixtes paritaires avec les différents pays et essayer d'actualiser au moins en 2017. Donc aussi nous sommes ouverts aux critiques. Parce que j'ai toujours dit que même si c'est un ennemi qui vous critique, il ne faut pas avoir cet ennemi, il faut voir la justesse de la critique. Donc je souhaite que quand nous nous rencontrons, quand nous devons discuter soit bilatéral, soit en groupe, que vous soyez franc, c'est-à-dire vous êtes diplomate, mais que vous n'employez pas de langage diplomatique. Voilà, si on veut avancer, il faut bien que vous nous disiez, vous observez, ou il y a beaucoup de choses que vous observez, donc vous pouvez nous aider à avancer. Nous avons rencontré l'AFD, nous avons rencontré l'Union européenne, nous avons rencontré la représentante des Nations Unies pour savoir exactement pourquoi il y a de retard dans certains projets. Nous allons continuer une discussion avec eux puisqu'ils nous ont déjà fait leurs remarques. Maintenant, nous allons les rencontrer pour voir comment nous allons améliorer cela. Parce que si nous avons des projets qui sont financés et que ces projets ne réalisent pas, il est difficile d'avoir d'autres financements. Donc nous souhaitons réellement renforcer nos relations avec vous tous et aussi échanger parce que la situation en Afrique aujourd'hui est très complexe. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. En Afrique de l'Ouest, nous avons la Guinée-Bissau dont j'étais le médiateur et jusqu'à présent on n'a pas abouti à une solution définitive. Nous avons aujourd'hui la Gambie, sans compter le problème de terrorisme. Nous avons l'immigration clandestine qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Nous avons le terrorisme, nous avons le problème climatique, nous avons le problème de l'énergie. Donc toutes ces questions auxquelles sont confrontées l'Afrique. Les pères fondateurs de l'EUA ont eu la sagesse de déclarer l'intangibilité des frontières. Malheureusement, nous avons subi. Si on avait respecté cela, on n'aurait pas aujourd'hui la situation du Sud-Soudan. Donc nous sommes victimes des interventions étrangères. Parce que Garang, qui était le leader du mouvement de libération, n'a jamais voulu la sécession du Sud-Soudan. Il voulait un État fédéral. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Sud-Soudan. Les gens sont massacrés tous les jours et les peuples sont victimes. La même chose pour la Libye. Lorsqu'on nous a invités, le président Issoufou et moi, comme président démocratiquement élu lors du G8 à Deauville, nous avons mis les grandes puissances en garde. Nous avons dit que votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération du terrorisme dans nos régions. On ne nous a pas écoutés, parce que qui connaît la Libye sait que le gouvernement était formel, que la réalité c'était de pouvoir Kadhafi gouverner avec les chefs des tribus, et s'il n'est pas là, chacun prend son autonomie. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on ne nous a pas écoutés. Maintenant, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de gouvernement en Libye. Et nous avons dit aussi, non seulement c'est la main, que la Libye était un arsenal, et donc toutes ces armes vont être aux mains des terroristes. C'est bien que le président américain regrette qu'il d'être intervenu, mais malheureusement nous subissons les conséquences. Nous souhaitons donc maintenant que l'Union africaine prenne réellement en main les problèmes africains
que nous puissions résoudre nous-mêmes les problèmes africains, parce que quand les gens interviennent, ils s'en vont. Il n'y a pas de service après-vente, après c'est nous qui subissons les conséquences. Donc il est important que les chefs d'État africains, c'est pourquoi j'aurai beaucoup de rencontres avec les ambassadeurs des différents pays africains, il faut que nous prenions nos responsabilités. Si nous devons coopérer avec les autres pays, avoir une coopération gagnant-gagnant, nous devons d'abord savoir compter sur nos propres forces. Aujourd'hui, nous sommes quand même confrontés sérieusement à l'immigration clandestine, nous sommes confrontés au terrorisme. Nous avons nos jeunes qui vont mourir dans les mers Méditerranée, et cela parce que nous n'arrivons pas à transformer nos richesses nous-mêmes. Heureusement, COP21 a eu un bon résultat dans la mesure où les pays se sont engagés à nous aider à avoir 10 gigawatts d'ici 2020. J'ai l'honneur d'être le coordinateur de ce projet de l'Agence pour l'énergie renouvelable. Et l'Union européenne en janvier va financer, je crois, 17 projets que nous pourrons concrétiser lors du sommet de l'Union africaine. Nous avons écrit aussi à d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Inde, etc., des pays arabes du Moyen-Orient pour que ceux-ci participent à ce financement. Mais nous avons dit bien sûr que nous sommes heureux qu'on nous accompagne pour l'énergie renouvelable, mais nous voulons faire de l'énergie mixte parce que faire un barrage, ça prend 3 à 4 ans. L'énergie solaire, on ne peut pas toujours avoir le soleil. Si nous disons que nous ne faisons que de l'énergie renouvelable, nous avons beaucoup de retard. C'est pourquoi nous avons exigé qu'on ait l'économie de l'énergie mixte, c'est-à-dire que nous puissions utiliser momentanément des énergies fossiles en attendant et progressivement qu'on les remplace par de l'énergie renouvelable. Mais si nous voulons développer notre économie, nous devons utiliser toutes les formes d'énergie. Le président Kagame a eu une formule très heureuse lorsque nous étions au sommet TICAD à Nairobi. Il a dit au mieux une mauvaise énergie que pas d'énergie du tout. Bien sûr, nous savons que nos amis nous disent ne faites pas des erreurs que nous avons commises, n'utilisez pas le charbon, n'utilisez pas ceci, mais nous voulons tirer les leçons, mais nous voulons continuer à nous développer, c'est-à-dire eux, bien qu'ils critiquent le charbon ou le gaz, ils continuent à utiliser le charbon, donc il n'y a pas de raison que nous aussi ne l'utilisons pas. Ils continuent à utiliser le fioul, il n'y a pas de raison que nous n'utilisons pas. Et le président Labad a fait une très bonne étude qui montre que notre rôle dans la détérioration du climat est faible et que donc nous pouvons encore utiliser ces énergies fossiles. Parce que si nous voulons que nos enfants n'aillent plus mourir dans les eaux méditerranéennes, il faut que nous puissions transformer. On ne peut pas transformer si on n'a pas l'énergie. Et l'énergie nous permet de transformer la vie des citoyens, de leur donner du travail et surtout de résoudre le problème qui nous menace tous aujourd'hui en Afrique et le chômage des jeunes. Parce que ce ne sont pas des jeunes paysans, ce sont des jeunes qui sont parfois, ils ont parfois de doctorat, ils ont non seulement la médecine, mais parfois de doctorat. Donc quand ils finissent ces études et qu'ils chôment, c'est extrêmement dangereux pour nous, surtout qu'avec le développement des réseaux sociaux et l'uniformisation des informations, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Donc l'emploi jeune est un grand défi pour nous aujourd'hui. Et le grand défi qu'on a, c'est l'autonomisation des femmes et donc l'amélioration des conditions de vie. Car si nous devons combattre le terrorisme avec les armes, on ne pourra jamais vaincre le terrorisme par les armes. S'il y a le terrorisme, c'est deux causes, la pauvreté et l'injustice. C'est parce que quand les gens sont pauvres qu'ils peuvent être attirés. Et ensuite l'injustice. Donc si nous voulons combattre le terrorisme en Afrique, il faut qu'on combatte la pauvreté et l'injustice, c'est-à-dire que les ressources du pays soient mieux réparties au niveau des populations et surtout des plus humbles. Voilà, donc nous souhaitons donc avoir une collaboration franche avec vous, mais basée sur la vérité. Parce que si on ne se parle pas franchement, on ne peut pas évoluer. Nous voulons donc gérer nos problèmes nous-mêmes et nous voulons collaborer avec tout le monde, mais il faut qu'on accepte que nous sommes des États souverains et que si nous subissons les conséquences. Et j'espère que l'Union africaine va prendre ses responsabilités pour faire en sorte maintenant que les problèmes africains soient réglés d'abord par les Africains. Nous avons proposé, il y a 2 ans, que nous ne devons pas attendre, si nous avons un problème de terrorisme,
nous ne devons pas attendre que les grands pays nous aident en avoir des avions. Nous avons des pays comme l'Algérie, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud ou bien le Nigeria qui ont des avions de transport. Nous avons dit donc d'autres peuvent fournir des troupes et vous fournissez les avions de transport dans un premier temps. On ne va pas attendre que l'Union européenne ou les États-Unis ou les Nations Unies. Surtout que nous avons beaucoup de problèmes. Je m'excuse, les Nations Unies, mais il y a 20 000 soldats de casque bleu au Congo-Kinshasa. Je ne sais pas ça fait combien d'années, mais si on voit les résultats, on doit se poser des questions si réellement, si ça nous aide d'avoir des casques bleus. Parce que quand on voit la situation au Congo-Kinshasa, quand on voit tout le temps des morts, pas seulement à l'Est, mais partout, et pourtant il y a 20 000 hommes. Alors, et quand on voit aussi ce qui se passe dans le Darfour, alors on doit se poser beaucoup de questions aujourd'hui. Et j'espère que le prochain sommet de l'Union africaine va se pencher sur ces questions. Déjà, nous avons fait un grand pas à Kigali, puisqu'on ne peut pas être indépendant quand vous n'êtes pas indépendant financièrement, puisque l'Union africaine ne fonctionnait que sur le financement extérieur. Alors si vous n'êtes pas capable d'assurer votre propre fonctionnement, mais à Kigali, nous avons pris la responsabilité de résoudre cette question en décidant que chaque pays fournisse 2% de ses importations, ce qui va permettre à l'Union africaine de se financer elle-même. Ce qui est la première condition. Si nous voulons compter sur nos propres forces et résoudre nos problèmes, il faut que nous soyons d'abord capables de nous financer. Et j'espère donc que nous allons avancer. Mais ce n'est pas que nous ne voulons pas coopérer. Nous voulons coopérer, mais nous ne voulons plus être victimes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus être victimes des décisions qui sont prises en dehors de nous et nous subissons les conséquences. Je pense que donc, il faut que la coopération soit vue d'autre, sinon autre angle. Les Nations Unies ont été créées après la guerre, mais la situation mondiale aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation après la sortie de la guerre. Aujourd'hui, la réforme du Conseil de sécurité est une nécessité. Nous ne pouvons plus accepter que ceux qui ont été les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale continuent à dicter alors que le monde a complètement changé et que la situation au monde, l'Afrique a 55 États. Nous avons 1 milliard d'habitants, bientôt nous ne serons plus peuplés que la Chine. Donc ce n'est pas normal qu'un tel continent soit hors jeu et que les décisions soient prises à notre détriment. C'est vrai aussi qu'il y a nos responsabilités, parce qu'il y a eu l'intervention en Libye, c'est la faute des Africains. Parce que la Chine et la Russie voulaient opposer leur veto, mais quand des pays africains eux-mêmes ont voté l'exclusion aérienne, bon, ça a permis d'intervenir. Et donc nous devons nous-mêmes balayer devant notre porte, regarder nos propres responsabilités, parce que très souvent, c'est nous qui sommes les premiers responsables de ce que nous subissons. Donc, je souhaite une meilleure coopération avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion de nous voir beaucoup plus souvent pour échanger, pour que nous expliquions mieux notre politique, notre orientation, parce que très souvent, c'est mal expliqué. On pense qu'on peut privilégier tel ou tel pays. Moi, je ne privilégie aucun pays, mais je dois développer mon pays. Donc, je dois travailler, je dois vendre mes produits là où je peux vendre. Et je ne veux plus que les richesses de la Guinée soient mises en jachère et qu'on ne puisse pas nous développer. Donc nous allons faire en sorte que toutes nos ressources minières soient développées. Mais nous voulons surtout renforcer l'agriculture. Nous voulons que l'agriculture soit plus importante que les mines. C'est pourquoi en dehors de l'autosuffisance alimentaire, nous sommes en train de développer les cultures de rente, le café et le cacao en région forestière, le noix de cajou partout, mais aussi nous avons contacté nos amis pour pouvoir développer le soja, le sésame, etc. Et aussi développer la pisciculture et l'élevage des poussins. Parce que vous savez, en Guinée, on mange trop de viande rouge, ce qui nous amène beaucoup de maladies d'AVC et de diabète. Pourquoi nous voulons encourager les Guinéens, pourquoi nous sommes en train de développer la pisciculture, afin que nos populations mangent plus de poissons et les poussins pour qu'on mange plus des œufs dans les écoles, mais aussi des poulets, des chairs, de la viande blanche qui est moins nocive, surtout à nos âges. Si on développe cela, vous aussi vous en bénéficierez. Donc vous mangerez, vous serez en meilleure santé parce que vous mangerez plus de poissons et plus de poissons. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année
et une meilleure coopération. Avec les membres du gouvernement représentant des institutions républicaines, les officiers généraux de l'armée, il est tout d'abord revenu au président de l'Assemblée nationale de présenter les vœux des institutions républicaines. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez engagé un vaste chantier de rénovation économique, sociale et politique de notre pays. Les grandes orientations et les axes structurants sont connus de tous et les résultats atteints sont élogieux. Par ma voix, l'ensemble des institutions républicaines ici présentes vous donne l'assurance de nous impliquer activement dans ce processus dynamique pour que les réalités sociales se transforment progressivement en un mieux-être collectif conformément à vos engagements maintes fois renouvelés au peuple de Guinée. Ensuite, ce fut le Premier ministre chef du gouvernement de dresser le bilan de l'action gouvernementale et les défis qui se dressent malgré les efforts fournis en 2016. Il va sans dire qu'en dépit des guinéennes sur la scène internationale et dans le concert des armées républicaines, les relations civilo-militaires se sont fortement améliorées. Les forces de défense et de sécurité ont bénéficié de nouvelles infrastructures militaires. Le tribunal militaire est opérationnel. La gestion des ressources humaines se modernise grâce au système de gestion informatisé. Sur la base des textes législatifs et réglementaires, les avancements et les mises à la retraite des militaires se passent normalement. La qualification des ressources humaines s'améliore sensiblement. Pour le président de la République, cette nouvelle année est l'année de tous les défis et l'un des éléments les plus importants est la culture du civisme et de la tolérance. Pour cette mes meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé et de longue vie. Vous savez, comme a dit le Premier ministre, notre pays a eu à traverser beaucoup de preuves. Mais Dieu merci, un certain nombre de ces épreuves sont derrière nous aujourd'hui. Bien sûr, d'autres sont devant nous. Mais avec la paix, la concorde et surtout l'amour du prochain, nous pouvons beaucoup avancer. Nous avons des défis. Le premier défi, c'est le manque d'esprit civique. Les Guinéens ont oublié le civisme. Ils ont oublié le sens de l'État. Il n'est pas admissible que dans un pays, des citoyens se rendent justice. Il n'est pas admissible, si quelqu'un fait un accident, il a renversé quelqu'un, qu'on vienne le lyncher. Il n'est même pas admissible qu'on se saisisse d'un criminel et qu'on le brûle ou qu'on l'assassine, alors qu'il y a la justice et la police. Donc nous avons aujourd'hui le défi d'enseigner le civisme à nos enfants. C'est pourquoi nous avons souhaité que l'enseignement civique commence maintenant dès l'école primaire jusqu'à l'université. Mais aussi, à travers la journée qu'avait organisée le ministre Gassama, qu'on enseigne aussi à tous les Guinéens, surtout les adultes, l'esprit civique. Car un pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas respect de l'autorité de l'État, s'il n'y a pas la concorde. Sinon, on devient comme une jungle. Donc ça, c'est un défi pour nous tous, toutes les institutions républicaines. Nous sommes aussi des parents. Nous ne voyons pas assez sur nos enfants. Nous voyons aujourd'hui les enfants à travers les pipes, fumer la drogue, même à 12, 13, 14 ans. Et c'est un phénomène qu'on ne peut pas accepter parce que c'est dévoyer la jeunesse de Guinée. Ce n'est pas seulement les forces de lutte contre la drogue qui doivent agir, mais tous les parents sont responsables. Pas parce que vous voyez vos enfants fumer, ou vos enfants prendre la drogue. Donc il y a une responsabilité de tous les parents. Aussi, nous ne sommes pas souvent très tolérants. Nos institutions ne marchent pas très bien parce qu'il n'y a pas de tolérance. Nous n'acceptons pas, aucun de nous n'est bon Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne fait pas des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais nous n'avons pas de patience, nous n'avons pas de tolérance. Or, sans patience, sans esprit de tolérance, un pays ne peut pas avancer. Aussi l'amour du prochain. Je dis très souvent que les Guinéens n'aiment pas le bonheur de l'autre.
Or, si vous n'aimez pas le bonheur de l'autre, vous êtes certain que vous n'aurez pas non plus le bonheur. Et c'est vous qui êtes les dirigeants, que ce soit des institutions républicaines, de la religion ou de la société civile, qui doivent donner l'exemple. Nous avons le malheur d'avoir une population en grande majorité analphabète et qui peut être facilement manipulable. Mais aussi nous devons avouer que nous avons une population saine, dédaigneuse. Il suffit seulement d'aller dans les campagnes, voir comment nos paysans, nos femmes sont déterminés. Il suffit de voir aussi tout ce que nos artisans font aujourd'hui dans le domaine de l'artisanat, que ce soit les femmes ou les hommes. Mais les dirigeants ont une grande responsabilité, car c'est nous qui déteignons sur les populations. Si nous nous conduisons bien, les gens suivront nos exemples. Mais si nous nous conduisons mal, ils suivront sur nos exemples. Donc vous avez une très grande responsabilité. C'est vrai que le pays a beaucoup changé, Conakry a beaucoup changé, mais cela ne se voit pas à cause de deux choses, les voiries urbaines et l'assainissement. Malheureusement, nous avons des routes qui étaient des routes à 2 couches et qui ne pouvaient pas tenir longtemps. Et ça nous pose aussi de sérieux problèmes parce que les routes coûtent très cher. Toutes les routes que nous avons faites depuis que nous sommes à la tête de cet État sont des routes en béton bitumé, c'est-à-dire des routes qui peuvent durer 30 ans, 40 ans. Mais il est extrêmement important, monsieur le gouverneur, qu'aujourd'hui, avec le ministre des Travaux publics, nous nous penchions sérieusement sur l'assainissement et les voiries urbaines qui ne permettent pas aux étrangers de voir le bon côté de la Guinée. Parce que quand vous suivrez la Guinée, vous voyez partout des gratte-ciel, etc. Mais malheureusement, à côté, vous avez des taudis et vous avez donc un manque d'harmonie. À côté d'un immeuble de 8 étages, vous avez un taudis. C'est pourquoi nous avons demandé à la société qui a fait le plan de Singapour, par exemple Singapour, de nous faire le plan de Conakry en 2040. Et nous allons avoir ce plan d'ici la fin de ce trimestre. Ce qui veut dire que nous n'allons pas reconstruire Conakry de façon aveugle et désordonnée, mais à partir d'un plan donné. C'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas connu comme d'autres pays un quartier colonial, c'est-à-dire pendant la période qu'il n'y avait pas un quartier résidentiel, comme le plateau en Côte d'Ivoire ou le plateau au Sénégal. Donc, nous n'avons pas bénéficié de ces infrastructures immobilières et routières. Notre grand problème aujourd'hui, c'est Kaloum. Tout le monde vient, tout le monde part. Et ça fait des embouteillages totaux. J'ai dit au ministre qu'à part le Premier ministre ou le ministre de la Défense, les ministres n'ont pas utilisé des sirènes. Ils s'entêtent. Monsieur le Premier ministre, veuillez désormais à ce que le ministre n'utilise pas les sirènes. Les ministres ne sont pas au-dessus des citoyens. Si les citoyens sont victimes de l'embouteillage, les ministres doivent l'être. Dans tous les pays, c'est le Premier ministre et le ministre de la Défense. Mais chez nous, non seulement les ministres, mais n'importe qui maintenant a des sirènes. Nous allons donc demander aux forces de l'ordre de mettre de l'ordre de façon très claire. Toute personne qui n'est pas le Premier ministre ou le ministre de la Défense qui a la sirène, d'arrêter d'envoyer à la fourrière. Quand vous allez chercher 2 ou 3 fois votre voiture à la fourrière, vous accepterez maintenant d'être discipliné. Je pense aussi que l'Ebola nous a connu beaucoup de dégâts, mais l'Ebola derrière nous aujourd'hui. Nous avons fini aussi avec le Fonds monétaire. Nous avons connu une croissance zéro, même si cette année nous allons avoir une bonne croissance. Mais notre objectif, c'est d'avoir une croissance à 2 chiffres. Et pour cela, nous devons investir chaque année 1,5 milliard de dollars, tant privé que public. Le point faible de la Guinée, c'était l'entreprise privée. Parce que nos hommes d'affaires étaient plus des commerçants que des industriels. Mais cela n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'étaient pas accompagnés par le gouvernement. Ce n'est pas les banques commerciales en Guinée qui peuvent permettre aux hommes d'affaires de s'épanouir quand les taux d'intérêt sont de 15, 16, 17%. Et pourtant, le privé peut être financé par la Banque islamique de développement à peu près à 3%, par l'AFD avec Proparco. Aujourd'hui, grâce aux bonnes relations que nous avons avec ces organisations, nous pouvons accompagner les hommes d'affaires. Le nouveau président de la Banque islamique de développement sera en Guinée le 24. Depuis qu'il a pris son mandat, la Guinée sera le premier pays qu'il va visiter, ce qui montre donc l'intérêt que la BID porte. Mais la coopération que la BID, c'est non seulement au niveau de l'État, mais au niveau aussi des privés. Donc nous avons réuni des hommes d'affaires pour qu'ils préparent les projets afin que la BID puisse les accompagner. En février, nous aurons le directeur général de l'AFD
qui sera aussi à Conakry. Et là, il faudrait aussi, à travers Proparco, va accompagner nos hommes d'affaires. Car l'État seul ne peut pas développer les pays. Et la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Un pays ne peut se développer que si on a un secteur privé fort et performant. Le privé a fait beaucoup de progrès. Beaucoup d'usines ont été construites. Mais le grand problème que nous avons en Guinée, c'est qu'on ne communique pas bien. Le gouvernement ne communique pas. Donc les populations n'ont pas la possibilité de savoir réellement ce qui se passe dans le pays ou comment le pays progresse, que ça a été réalisé. Il faudrait que le gouvernement revoie totalement sa communication. Où il communique en retard. Je prends le dernier cas. Il y a eu le concours pour les enseignants. Mais on ne peut plus continuer à avoir un enseignement au rabais. Donc il faut faire des concours. Mais les contractuels qui manifestent, sur l'ensemble, 77% des admis sont des contractuels. Mais le ministre ne s'explique pas. Si c'était expliqué, les gens ne vont pas mourir parce que s'il y a sur 100, 77 sont des contractuels. Ça veut dire que les contractuels ont été massivement recrutés. Mais on ne va pas recruter des médiocres pour avoir un enseignement médiocre. Nous avons un scandale en Guinée que j'ai constaté grâce à la commission que j'ai mise en place, qui comprend les syndicats, les parents d'élèves, pour l'audit de l'enseignement. La Guinée est le seul pays où on peut être bachelier en ayant 7 ou 8, ce qui est inimaginable. Pourquoi? On prend la moyenne, le contrôle continu, vous savez ce que c'est le contrôle continu, comment les professeurs peuvent donner des notes, et même si vous avez 7, vous avez 13, on vous donne que vous avez le bac. Enfin, c'est inimaginable. La Guinée est le seul pays où tous les gens qui ont le bac sont boursiers. Ça n'existe nulle part. Et ça nous a imputé. La Guinée est le seul pays où chaque ministre qui vient crée une école privée. Donc, au lieu de permettre l'enseignement public de se développer, on privilégie l'enseignement privé. Et cet enseignement privé forme des chômeurs. Parce que très souvent, c'est des professeurs au rabais. Ou bien, les professeurs eux-mêmes qui sont dans le public, qui ont l'obligation de n'enseigner, ne pas enseigner dans le privé, enseigner dans le privé. Alors que c'est contraire à leur statut. Tout ça, nous sommes en train de mettre de l'ordre. Mais il faut avoir le courage de le faire. C'est pourquoi cette année, nous avons dit que nous n'allons pas recruter d'étudiants en médecine. Nous avons déjà tout un ensemble de médecins formés qui ne sont pas encore placés. À quoi ça sert de faire des lettres, de former des en lettres ou en droit, quand ils n'ont pas d'emploi? L'enseignement doit être au service de l'économie. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous développons? Nous développons des mines, nous développons l'agriculture, nous développons l'énergie. Nous devons former des cadres dans ces secteurs-là, parce que quand ils sortent, ils ont du travail. Donc il faut avoir le courage d'affronter le mécontentement. Si on sait de mécontentement, si on sait de mouvement, ou au soutien électoral, le pays n'ira pas de l'avant. Ah, il y a les élections, mais s'il y a les élections, on n'a qu'à les perdre. Mais il faut que le pays aille de l'avant. Mais les Guinéens n'aiment pas le changement. Ils aiment le changement, ils connaissent que ça ne les touche pas. Et nous n'allons plus accepter de désordre. Il faut qu'à partir de 2017, la Guinée soit gouvernée autrement. Nous n'allons plus accepter que les citoyens se rendent justice eux-mêmes. Quand on attrape un voleur, on doit le présenter à la justice. Quand il y a un accident, vous ne pouvez pas venir lyncher le chauffeur. Il faut laisser les services faire leur travail. Donc, le civisme, le manque de civisme est notre tare la plus profonde. Parlant de la gestion des ressources naturelles et du secteur agricole, le chef de l'État affiche un optimisme mesuré. En clair, il s'agit de rattraper le retard au plus vite. Nous avons la moitié des armes mondiales de bauxite, sinon plus. Nous occupons à peine 2% du marché international. Aujourd'hui, nous voulons être le premier exportateur de bauxite dans le monde. Et nous allons, d'ici 3 ans, nous allons le devenir. Bien sûr, ce n'est pas toujours compris, parce qu'on nous critique. Ah bon, vous avez été en Chine, vous avez donné tout. Mais nous avons le minerai de fer le plus riche au monde, mon Nimba. Quand je suis venu, le fer était à $180. Tout le monde cherchait. Mais il y avait une société qui avait Rio Tinto. Mais qu'est-ce que Tinto a fait? Il a mis notre minerai en jachère, comme vous mettez un gens en jachère, pendant ce temps, pour vendre son minerai de fer d'Australie. Alors, est-ce que nous allons accepter qu'on fasse la même chose pour la bauxite? Que nous, on reste là et que d'autres pays vendent leur bauxite? Non. Donc, nous avons décidé de travailler avec tous les pays qui sont en mesure d'acheter nos matières premières. Mais il n'y a pas que la Chine en Guinée. Alors, il s'agit de savoir si nous allons laisser notre bauxite sous terre ou si nous allons le développer. Il y a eu des débats dernièrement à Ankara. On me dit, voilà,
si la Guinée exporte 50 millions de tonnes, vous allez faire baisser les prix. Mais j'ai dit, mais enfin, il faut nous prendre pour des analphabètes. Alors, si les sociétés minières, les multinationales exportent 50 millions, le marché ne baisse pas. Si c'est nous qui exportons, ça baisse. En fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi voulez-vous que quand j'ai un consommateur qui est sur le producteur, que je n'aille pas directement au consommateur, que j'ai un intermédiaire, alors que je peux avoir directement au consommateur? En réalité, c'est ça que nous allons faire. C'est-à-dire que nous n'allons plus accepter que d'autres prennent notre bauxite pour aller vendre. Nous allons donc voir que nous-mêmes nous pouvons vendre. Et en même temps, grâce au développement de l'énergie, nous allons pouvoir transformer notre bauxite, une partie au moins, en alumine. Donc c'est un grand défi. Nous devons faire en sorte que la bauxite de la Guinée soit utile au peuple de Guinée. C'est la même chose pour l'or. Nous allons faire la journée des orpailleurs à Cancan au mois de février pour mieux organiser ce secteur à la fois des orpailleurs, mais aussi l'exploitation industrielle et mettre fin à l'anarchie et que l'or serve à la Guinée. L'air qui est exporté, les devises doivent revenir à la Banque centrale, ce qui peut permettre à notre monnaie d'être forte et de pouvoir importer. Mais surtout l'agriculture. C'est bien que nous ayons des mines, c'est bien que nous ayons des mines, mais l'agriculture doit être notre principale force. C'est-à-dire que l'agriculture doit rapporter plus à l'État que les mines. Cela veut dire que non seulement nous devons développer l'agriculture et de vivrière pour l'autosuffisance alimentaire, mais que nous devons développer l'agriculture d'exportation. Au fond, nous ne faisons que revenir au passé de la Guinée. La Guinée exportait plus d'ananas, plus de bananes que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Dans les années 50, nous exportions 200 000 tonnes de bananes, 40 000 tonnes d'ananas. L'ananas de Côte d'Ivoire, le rejet vient de Guinée. Nous avons la mangue la plus juteuse de la sous-région, etc. Sans compter tous les fruits que nous faisons au Fouta. Nous faisions plus de café avant et de café que la Côte d'Ivoire. La terre de Guinée est plus riche que la terre de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous avons été en retard sur tout cela? Donc, nous avons la capacité aujourd'hui, progressivement, de transformer notre agriculture et d'en faire le principal fournisseur, non seulement des ressources, du travail, mais aussi permettre à l'État d'avoir des ressources pour développer notre pays. Et pour cela, en plus des cultures vivrières, il faut relancer les cultures d'exportation. Or, nous avons la chance, par exemple, si nous prenons le café, bien sûr, nous sommes en train de développer le café robusta en forêt, nous avons l'avantage d'avoir le Fouta, donc nous sommes le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui pouvons faire l'arabica. Nous avons donc négocié avec l'Éthiopie et le Rwanda pour pouvoir développer cette année le café arabica au Fouta, puisque nous avons, à part le Cameroun, en Afrique centrale, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Est qui développe l'arabica, mais nous avons cette possibilité. C'est la même chose pour le sésame et pour le soja. Il n'y a pas de raison que la Guinée ne puisse pas produire le soja ou le sésame. Bien sûr, nous avons fait cette année 240 000 hectares d'anacarde. Nous avons l'ambition de faire 300 000 tonnes l'année prochaine. Notre anacarde était vendu en Côte d'Ivoire et ça passait dans les statiques de Côte d'Ivoire. Nous avons changé cela en payant aux paysans le prix qu'on devait payer en Côte d'Ivoire et en exigeant maintenant que tout soit importé par le port. Mais ce prix a été doublé parce que les paysans ont vu qu'il y a une demande forte. Mais nous ne voulons pas que notre anacarde soit importée brute. Et c'est pourquoi cette année, il y aura 2 usines d'anacarde, parce que c'est les Indiens qui viennent acheter notre anacarde pour aller les transformer en Inde. Il n'y a pas de raison. Si vous regardez le coût, le prix d'achat de l'anacarde brute, et vous allez dans un magasin ou à l'aéroport, vous voyez le coût des noix de cajou, vous voyez bien que la différence est énorme. Donc il ne s'agit pas seulement de développer l'agriculture, il s'agit de transformer nos produits agricoles. C'est-à-dire, notre objectif, c'est produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Nous sommes en train d'encourager les hommes d'affaires à ce que nos importations diminuent le plus. Nous avons eu 2 réunions avec les hommes d'affaires avant d'arriver de la BID pour que tous les secteurs où nous importons beaucoup, nous ayons nos propres usines pour ne plus avoir à importer. Ça nous coûte des devises et ça fait monter, ça affaiblit notre monnaie. Mais tout cela n'est possible que s'il y a la paix, s'il y a la concorde et si les institutions fonctionnent normalement. Donc vous avez une très grande responsabilité. Au niveau de la justice, j'ai dit au ministre de la Justice, malgré les réformes, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Beaucoup. Les magistrats se permettent, sans consulter l'agent judiciaire, à condamner l'État, même quand l'État a raison. Mais nous n'avons pas accepté. Quand on s'accapare d'intérêts de l'État, sans titre foncier ou un faux titre foncier, quand l'État veut récupérer, le juge donne raison.
Monsieur le ministre, on ne va plus accepter ça. Tout juge qui fera cela désormais, Monsieur le président de la Cour suprême, mais en même temps, je crois, président du Conseil de discipline, si le Conseil de la magistrature ne prend pas sa responsabilité, nous prenons la responsabilité. Parce qu'un juge peut être révoqué par décret. Parce que ce n'est pas dire qu'il y a l'indépendance de la justice, que quand un magistrat viole la loi, il peut être sanctionné comme n'importe quel fonctionnaire. Donc un juge qui attribue de façon malhonnête et un terrain à quelqu'un qui n'a pas de droit, c'est un délit ou même un crime. Donc, si le Conseil supérieur de la magistrature ne prend pas sa responsabilité 6 mois, nous on prendra nos responsabilités. Je ne parle pas en l'air. Je pense que je vais vous transmettre un dossier demain sur ces cas. Ça ne peut pas continuer. Et nous avons un grand problème en Guinée aujourd'hui. Comment voulez-vous avoir des investisseurs s'il n'y a pas de garantie foncière? Sous la Première République, la terre appartient à l'État. Aujourd'hui, nous avons une pagaille. Tout le monde se réclame la terre. On prend les terres de l'État. Nous avons fait un recensement complet. Nous connaissons aujourd'hui quels sont les terrains qui appartiennent à l'État, que ce soit les réserves foncières dans l'ensemble du pays, dans toutes les préfectures, parce qu'au moins la Première République a eu cet avantage d'avoir fait des réserves foncières de l'État. C'est-à-dire donc une bonne partie des terrains à l'intérieur du pays qui appartiennent à l'État. Donc, mais c'est la même chose en ville. Nous allons donc faire une loi sur la réforme foncière, parce qu'il faut qu'il y ait comment voulez-vous qu'un industriel s'installe si demain quelqu'un vient nous dire non, le terrain là m'appartient. Donc, s'il n'y a pas de sécurité foncière, on ne peut pas attirer les investisseurs. Donc, il faudrait qu'on revoie la loi foncière, tant le foncier urbain que le foncier rural, pour mettre de l'ordre, pour que les gens soient rassurés que si dans un bail de 30 ans, pendant 30 ans, personne ne va venir l'embêter en disant non, le terrain m'appartient. Aussi, vous savez bien que selon la loi, n'importe qui ne peut pas vendre de terrain. Je crois qu'un préfet ou un gouverneur ne peut pas vendre de terrain, mais pourtant le gouverneur et le préfet vendent le terrain, ou les sous-préfets, c'est totalement contraire à la loi. Et tous ces terrains, nous allons les récupérer, parce que c'est des terrains qui sont vendus de façon illégale. Et même si des gens ont construit dessus, on va casser, parce qu'on ne peut plus permettre que les biens de l'État soient privatisés. Et aussi, on ne peut pas privatiser en dehors du décret. Nous sommes en train de reprendre toutes les usines dans le portefeuille de l'État. Aucune usine qui est reprise dans le portefeuille de l'État ne peut être privatisée sans un décret. Il y a une convention, mais sans un décret. En aucun cas, on ne peut privatiser par un arrêté. Donc tout cela, ça veut dire qu'il faut que la Guinée, maintenant, le droit soit respecté, tant par le gouvernement que par les citoyens. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la concorde. Quand il y a la paix, les citoyens se fréquentent, se donnent la main et sont tranquilles. Les hommes d'affaires, on n'attaque pas les marchés, les marchandises ne sont pas pillées, etc. C'est pourquoi nous privilégions le dialogue. Mais si nous prenons le dialogue, vous devez aussi prendre le dialogue en votre sein. Mais souvent, vous ne dialoguez pas. Seul le dialogue peut nous faire avancer. Nous avons beaucoup de retard. Mais ce retard peut être notre avantage. En Chine, quand j'étais en Chine, j'ai cité Mao, qui disait que une mauvaise chose peut être une bonne chose. On peut transformer une mauvaise chose en une bonne chose. Et que donc, nous pouvons transformer notre retard en un avantage extrêmement important. Je prends seulement un seul domaine. Un seul domaine, c'est le domaine de la téléphonie. Hier, il te fallait tirer un grand câble, etc. Mounir, il fallait te tirer un grand câble, etc. sans avoir la chance d'avoir des téléphones. Aujourd'hui, même si tu es dans ton village le plus profond avec ton portable, tu peux communiquer avec le monde entier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la fibre optique que nous sommes en train d'installer, nous allons aller beaucoup plus vite que les autres pays, parce qu'ils ont eu à dépenser pour faire ça, et nous, on n'a plus à dépenser pour faire ça. Donc c'est valable pour tous les autres domaines. Avec l'accélération de l'histoire et surtout les avancées technologiques, nous pouvons faire en 2 ans ce que les autres ont mis 10 ans à faire. Ensuite, nous n'avons pas à gérer une technologie dépassée parce qu'on n'avait rien. Donc le fait qu'on n'avait rien fait qu'on n'a rien. Donc on va vers les technologies les plus avancées. C'est pourquoi aujourd'hui la Guinée peut aller très vite. Parce que ce retard va nous permettre d'aller vers les technologies les plus avancées.
Je dis, nous relançons la culture du cacao. Mais qu'est-ce qu'on prend? Le cacao Mercedes. Cacao Mercedes, c'est un cacao qui produit pour les 18 mois. Donc, ça veut dire que nous allons avoir très rapidement des plantations de cacao qui, au bout de 18 mois, produisent, alors que les autres pays ont des vieilles plantations. Donc, mais ce n'est pas très facile, parce que nous apparaissons comme des concurrents. Donc, ce n'est pas toujours très facile, mais nous avons quand même eu beaucoup de semences, nous allons en avoir. Nous-mêmes sommes en train de faire 4 pépinières en région forestière, parce que ce n'est pas toujours sûr qu'on puisse avoir, parce que la Guinée ayant des terres beaucoup plus riches, nous pouvons aller très vite en cacao. Mais nous-mêmes, nous allons avoir nos pépinières pour se multiplier largement, puisque nous pouvons faire 300 000 hectares de cacao et 300 000 hectares de café. Voilà donc, et nous sommes en train de négocier avec nos amis brésiliens. Par exemple, si je prends les alevins, nous pouvons aujourd'hui avoir des poissons dans la plupart de nos cours d'eau et qui tous les 3 mois produisent. Donc voilà, mais cela ne peut pas se faire si nous ne donnons pas la main, si nous ne tolérons pas, si nous ne souhaitons pas le bonheur des autres. On doit s'aimer les uns des autres, parce que quand il y a eu l'Ebola, on nous a interdit les frontières. Mais on ne demandait pas qui est pur, qui est malin, qui est forestier, qui est docteur, qui est juge, qui est paysan. Personne ne pouvait aller en Côte d'Ivoire, nous au Sénégal. Pourtant, il y a des Peuls au Mali qui allaient au Sénégal. Il y a des Malinqués au Mali qui allaient au Sénégal. Donc ça veut dire que les Guinéens doivent savoir d'abord qu'ils sont citoyens guinéens avant tout. Et que tout problème qui touche les Guinéens le touche. C'est pourquoi la solidarité est extrêmement importante entre nous. Aussi, la solidarité africaine. La Guinée ne peut aller de façon positive et active dans l'union régionale et continentale qu'elle-même s'est unie. Et si elle peut avoir une voix qui porte, mais pour avoir une voix qui porte, il faut être uni. Voilà donc ce que je peux vous dire. Et je souhaite donc que chacun se préoccupe réellement des conditions de vie des populations. Parce que je disais tout à l'heure que nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme par les armes. S'il y a le terrorisme, c'est parce qu'il y a 2 causes. Il y a la pauvreté et l'injustice. S'il n'y a pas de pauvreté, pourquoi voulez-vous que les jeunes acceptent de se donner $1, $10 pour aller se faire tuer? Donc nous ne pourrons jamais vaincre le terrorisme par les armes. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme que si nous luttons contre la pauvreté et l'injustice. C'est-à-dire que si les ressources de l'État, les biens de l'État sont répartis de façon judicieuse, surtout vers les couches les plus vulnérables. Et aussi s'il y a une justice. Il n'est pas admissible que l'Afrique ait 1 milliard d'habitants et qui bientôt va avoir 2 milliards ne soit pas membre permanent du Conseil de sécurité. Il n'est pas normal que des grands pays comme le Brésil ne soient pas membres du Conseil de sécurité. Le monde de 1944 n'est plus celui de 2017. Tout ça, donc, sont des batailles que nous devons mener au niveau de l'Afrique. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes, déjà, nous soyons solides dans notre pays. Non seulement on doit privilégier le dialogue à l'intérieur, mais aussi entre nous. Donc, les Africains ont beaucoup de défis. Mais ces défis, nous devons les relever. La Guinée a été membre fondateur, un des premiers membres fondateurs de l'EUA, et la Guinée a joué un grand rôle dans le panafricanisme. Donc, la Guinée ne peut pas ne pas jouer ce rôle. Mais ça suppose que la Guinée soit respectée. Pour respecter, il faut que la situation intérieure de la Guinée fasse qu'on nous respecte. Donc chacun doit avoir la responsabilité de donner une meilleure image de notre pays. Et cela, surtout, vous, l'école constituée, que ce soit le Parlement, que ce soit le Conseil économique et social, que ce soit la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, etc., ou la société civile. Tout le monde a ses responsabilités. Mais aussi, nous avons la responsabilité de régler les problèmes de nos populations. Churchill disait qu'on ne gouverne pas innocemment. Nous voulons bien travailler avec la société civile, mais la société civile ne peut pas nous dicter comme des ONG, parce que les ONG n'ont pas de responsabilité devant le peuple. C'est nous qui avons des responsabilités. On ne dirige pas un pays comme on dirige une ONG. Donc, comme nous a dit aux Nations, nous ne voulons plus maintenant que les ONG nous dictent ce que nous devons faire. Si je prends Ménard, qui était président des Reporters sans frontières, qui nous donnait tant de leçons, aujourd'hui il est maire Front National en France. Alors voilà des gens qui nous donnent les leçons sur le respect de la presse quand il est maire du Front National qui refuse, qui ne reconnaît tout droit aux immigrés, etc. Donc nous ne voulons plus de recevoir, nous sommes prêts à recevoir toutes les critiques. Parce que j'ai dit que même si c'est un ennemi qui te critique, il ne faut pas voir si c'est l'ennemi, il faut voir si la critique est juste ou pas. Si la critique est juste, on va en tenir compte.
Mais nous ne voulons plus qu'on nous donne les leçons. Surtout que chacun doit balayer devant sa propre porte. Nous avons aujourd'hui un problème. Nous avons fait le barrage de Kokoutamba. Pour faire ce chapitre, nous allons déplacer 15 000 hommes. Comment on peut nous dire, moi je peux plus à la population guinéenne, qu'on ne peut pas faire le barrage de Kokoutamba parce qu'on ne peut pas déplacer des chimpanzés. Enfin, on peut pas. C'est pour dire aux gens que pour se développer, ils ont fait des choses beaucoup plus graves. Nous allons respecter la biodiversité. Nous n'allons jamais faire disparaître les chimpanzés. Mais si on peut déplacer 15 000 hommes pour faire un barrage, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas déplacer des chimpanzés du Tougué, alors que tout au nord du Bafin, les chimpanzés peuvent vivre là-bas. Donc voilà, concrètement, pourquoi nous devons prendre nos responsabilités, ne pas nous laisser dicter ce que nous devons faire. Personne ne doit décider de notre diplomatie à notre place. C'est nous qui devons décider de notre diplomatie en fonction des intérêts de notre pays. Parce que personne ne viendra défendre les intérêts de la Guinée si ce n'est pas nous-mêmes. Personne ne viendra défendre les intérêts des Africains si ce n'est pas les Africains eux-mêmes. Mais cela suppose que nous-mêmes, on soit conscients. Et la Guinée est un pays tolérant. Nous sommes en majorité musulmane, mais il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des animistes. La preuve, j'ai une audience avec le pape dans quelques jours, parce qu'il faut que les chrétiens voient que je ne suis pas président des musulmans, que je suis président de tous les Guinéens, qu'ils soient catholiques ou musulmans, et que la Guinée est un État laïque, et que chacun se sente, si je vais en pèlerinage à la Mecque, je peux bien aussi aller voir le pape et accompagner aussi des chrétiens en pèlerinage. Donc, dans quelques jours, j'aurai une audience avec le pape. Peut-être c'est la première fois qu'un président guinéen, mais c'est pour montrer réellement qu'il y a la tolérance en Guinée et que toutes les religions, moi je considère toutes les religions sur le même pied d'égalité. Parce que c'est un État laïque, c'est-à-dire il n'y a pas, on n'est ni un État islamiste, ni un État théocratique, on est un État laïque. On doit respecter toutes les religions. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas de seul le bon Dieu ne fait pas d'erreur. Et tout le monde peut changer. Un ennemi d'hier peut devenir un meilleur ami, comme un meilleur ami d'hier peut devenir un pire ennemi. Donc tout ça, on doit en tenir compte. La tolérance, l'acceptation de l'autre, la patience. C'est ça qui peut faire avancer notre pays. Donc je souhaite que chacun de vous réfléchisse à cela et que chacun fasse en sorte qu'il y ait du civisme en Guinée, à commencer par vos enfants. Vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants. Si vous laissez les enfants, vous voyez vos enfants de 12-13 ans fumer, et ce n'est pas la cigarette qu'ils mettent dedans, c'est la drogue qu'ils mettent dedans. Alors comment ils seront quoi demain? Est-ce qu'ils vont être des enfants qui peuvent aider leur famille? Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, tout en souhaitant de meilleurs vœux, de longue vie, de bonne santé à chacun de vous, à vos enfants, à vos familles, et surtout à la Guinée. La Guinée est là de l'avant. J'ai été très clair. C'est un train qui a démarré et que personne ne pourra arrêter. Ceux qui veulent monter iront, ceux qui ne veulent pas monter ils resteront en gare, mais ils ne pourront pas empêcher le train d'aller de l'avant. Ça, je dis ça à tous les Guinéens. Ni aux Guinéens et aux autres. Nous allons monter jusqu'à 100 millions de tonnes de bauxite. Et nous allons contrôler le marché du bauxite comme l'Arabie Saoudite contrôle le marché du pétrole. Ce n'est pas normal que nous ayons l'essentiel, que nous ne pouvons pas contrôler le marché. Donc nous allons développer tous nos secteurs et nous allons coopérer avec les pays qui sont en mesure d'acheter nos matières premières et qui acceptent aussi de nous accompagner à transformer nos matières premières sur place. Nous avons récupéré les mines avec Simex. Simex est l'Israélien le plus riche. Mais on ne pouvait pas concevoir que Simex gagne 5 milliards de dollars sur la Guinée, qu'on ne gagne rien. La bataille a été dure. Il a tout fait mobiliser toute la presse contre nous. Mais il y a un Dieu. Aujourd'hui,